De notre deuxième atelier, donc quelque part, il y a quelqu'un qui a le programme. Non, tu me passes un programme de là-bas. Tu as le programme. Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Donc nous sommes dans l'atelier 4 de la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles. Nous sommes le 4 juin 2022, en présence de, mesdames, Marie-France Châtenay, mention spéciale pour l'œuvre originale en 2019, qui va nous parler de la ruralité et de l'approche des territoires, de Véronique Descharrières, lauréate Femme Architecte, œuvre originale 2015, qui va nous parler de l'architecture comme activateur du bien-être, quelques leçons à tirer de la biodiversité. Et ensuite, Véronique Joffre, qui nous parlera, elle-même étant lauréate Femme Architecte 2016, de l'architecture des milieux. Donc l'architecture des milieux, tout ça, ça vous paraît confus, mais je vais vous éclaircir. La ville, la nature et la terre. Revenons à la terre. La ville, la nature, n'est pas une ville qui serait naturelle en tant que telle, mais c'est une ville qui renouerait avec les éléments de manière inédite, en premier lieu avec la terre. La ville est déjà devenue une nature, et cela au sens littéral et simple de l'expression, en accueillant la vie de beaucoup d'animaux, parce qu'elle est souvent plus hospitalière que les campagnes. Dévastées, les villes nature sont donc des enjeux d'écologie urbaine complexes qui activent une pensée des milieux. L'enjeu est celui de la vie, dans toutes ses acceptations de ce terme qui n'est pas seulement biologique. Il est indéniable que le vivant, le bios, fournit aujourd'hui un nouveau paradigme. Il n'y a pas le milieu, mais le milieu de, explique Georges Canguilhem en soulignant les liens étroits entre le vivant et le milieu. Enlevez le milieu, vous enlevez le vivant. Si vous sortez un poisson de l'eau, il sera mort. Nous sommes donc invités à penser en termes d'interdépendance, de totalité, de l'évolutivité, d'unité composite, d'échange, d'interaction et même que trop souvent les logiques technocratiques, alors que même trop souvent les logiques technocratiques, disciplinaires, économiques, séparent, objectivent, voire instrumentalisent. Donc notre thème là maintenant, c'est donc la nature et la ville, qu'on a appelé en fait territoire, biodiversité et architecture des milieux. Donc Marie-France Châtenay, vous allez nous parler de la ruralité et de l'approche des territoires. Mais juste avant, je vais vous présenter. Donc pour vous présenter, je vais mettre votre photo, voilà. Donc Marie-France Châtenay, qui est-elle? Eh bien, elle est architecte, vous vous en doutez. Elle a fait ses études à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille et a obtenu le prix du meilleur diplôme décerné par l'Ordre des architectes. Après avoir exercé en libéral, elle a créé la société Marie-France Châtenay. MF, c'est architecture. Elle est retenue régulièrement sur les concours d'architecture. Ses réalisations à Marseille, dans la région, au-delà, portent des domaines variés. Enseignement, culture, sport, habitat, bureaux, aménagement urbain, paysage, avec des projets salués par des prix et des publications. En parallèle, elle a exercé des activités de conseil avec des communes des Bouches-du-Rhône en tant qu'architecte conseil du CAUE et siège également dans les jurys de concours de maître d'œuvre et dans les jurys de soutenance à l'École nationale d'architecture, où elle est également invitée à intervenir et à enseigner dans le cadre de workshops. Elle nourrit sa réflexion architecturale par des voyages en métropole et à l'étranger et transmet ses connaissances auprès des étudiants ou jeunes architectes qu'elle reçoit en stage dans son agence. Elle a reçu en 2019 au pavillon de l'Arsenal la mention spéciale de l'œuvre originale du prix Femme Architecte 2019. Est-ce que vous êtes là bien installés ou est-ce que vous voulez qu'on se déplace? C'est très bien. C'est le vert, voilà. Donc c'est à vous. Merci Catherine pour cette présentation. Je voulais dire que je suis très heureuse d'être là, de participer à cette conférence et dans le cadre de la BAP qui soulève des questions environnementales qui sont majeures et autour justement de l'urbanisme, du paysage
et de l'architecture. Donc, je vais présenter deux exemples de notre travail d'agence autour de la question du rapport des bâtiments et des aménagements extérieurs avec le territoire, avec le paysage, et notamment en milieu rural et agricole. Le premier exemple concerne la réalisation d'un lycée agricole d'une superficie d'un peu plus de 12 000 m², avec 20 000 m² d'espace extérieur, d'aménagement extérieur, donc réalisé à l'Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse. Donc le site est dominé par le mont Ventoux et bordé par la rivière la Sorgue, qui est classée zone Natura 2000. Le paysage est rythmé par des haies de cyprès qui délimitent les parcelles, qui orientent le paysage et qui protègent les parcelles du vent dominant, qui est le vent du nord, très fréquent et qui peut être très violent dans cette région. Le lycée dans les champs raconte ce paysage. Il s'installe dans le site à la façon d'un grand domaine agricole, dans la tradition locale, ouvert au sud et fermé au nord, protégeant donc ces espaces extérieurs des vents dominants. Le lycée instaure un dialogue avec le site. Sa façade principale s'étire le long de la rivière Sorgue. Elle s'habille pour partie d'une résille en acier cortène, dont la matière, la couleur, l'aspect parlent de sa référence au monde rural et agricole, mais aussi, bien sûr, de sa modernité. L'architecture des différents corps de bâtiments revisite les typologies agricoles par les volumes, l'emploi de matériaux durables et qui restent en résonance, bien sûr, avec le monde agricole. Donc le bois, comme vous le voyez ici, mais aussi le zinc, l'acier galva, le polycarbonate. Tous les sols sont perméables, drainants et d'aspect naturel. Revêtement minéral à base de ciment de verre recyclé, sol stabilisé ou en herbe. Nous avons intégré dans la composition des arbres existants, ici les magnifiques platanes de la cour de récréation, autour desquels s'enroulent les nouveaux bâtiments. Et nous avons dégagé les vues sur le paysage environnant. Nous avons aussi laissé pénétrer la nature autant que possible entre les bâtiments. La végétation s'invite aussi au cœur des bâtiments qui sont semi-extérieurs, avec des systèmes de coursives et qui sont baignés de lumière et d'air naturel. Le motif végétal orne les façades, les parois, les garde-corps,
résille en dentelle d'acier qui filtre, en acier corten, qui filtre la lumière comme à l'ombre d'un grand arbre. Béton texturé et acier découpé au laser accompagne les espaces intérieurs. Loin des stéréotypes, le lycée dans les champs raconte le paysage. J'ai plaisir à dire qu'il invite élèves et professeurs à un voyage initiatique à travers les éléments marquants du monde rural, mis en scène par la volumétrie, les matériaux et les qualités d'organisation spatiale. Le deuxième exemple concerne le domaine agricole et viticole du Petit Saint-Jean en Camargue. C'est une propriété de la Fondation Tour du Valat, qui est un institut de recherche sur la préservation, la conservation des zones humides méditerranéennes. Le domaine s'étend sur environ 100 hectares d'espaces naturels remarquables entre marais et pinèdes. Le domaine du Petit Saint-Jean développe un projet agroécologique qui est tourné vers la culture de la vigne et la production du vin. Je les accompagne pour la mise en valeur architecturale et paysagère du domaine, depuis l'accès, les cheminements, donc leur traitement bien sûr, et le traitement également des bâtiments extérieurs et intérieurs. L'ensemble bâti comporte le mas principal et son pigeonnier et de nombreuses dépendances. L'ensemble doit être réhabilité et adapté à de nouveaux usages, notamment un chai de vinification et des espaces de dégustation-vente et autres éléments de programme. Alors c'est une réflexion qui en cours, qui est plutôt à son début, mais qui est orientée vers une intervention minimale et discrète, qui utilise les ressources du site et les savoir-faire locaux, et qui a pour objectif principal d'avoir la plus faible empreinte sur ce sanctuaire écologique que constitue le domaine du Petit Saint-Jean. Voilà. Merci beaucoup. On reviendra vers vous. On va maintenant présenter Véronique Descharrières. Donc, Véronique Descharrières est architecte et urbaniste. Elle est originaire du Luxembourg. Elle exerce son métier en France. Elle partage son activité avec l'agence BTUA Paris-New York en tant qu'associée et co-directeur aux côtés de Bernard Tchoumi et l'agence VDA qu'elle fonde en 2017 pour développer des projets en lien avec les enjeux du monde à venir. Dans un monde en profonde mutation, où la qualité des milieux naturels et urbains se trouve menacée, l'acte de bâtir est au centre de ses réflexions. Dans le cadre de VDA, Véronique Descharrières défend l'idée d'une recherche s'appuyant sur l'intelligence collective et considère la nécessité d'explorer l'architecture comme une matière au croisement de plusieurs disciplines. Capable de concevoir des projets et des dispositifs spatiaux plus que des objets, ces recherches se concentrent sur des situations où les univers capables de révéler le caractère vital des lieux et de favoriser une meilleure symbiose entre l'homme et son environnement. Forte de recherches et d'expérimentations menées dans le cadre des workshops ou d'événements collectifs, Véronique Descharrières entend ainsi participer à des stratégies inédites permettant de repousser les frontières du projet architectural afin d'œuvrer à la qualité des milieux vivants. Professeur invité,
Euh, Professeure invitée par plusieurs écoles et institutions, elle obtient la distinction de Chevalier des Arts et Lettres, bravo, bravo, en 2012, et le prix Femme Architecte Arva pour l'œuvre originale 2015. En 2019, elle devient membre titulaire de l'Académie d'architecture à Paris, et en 2020, elle devient membre du conseil d'administration du conseil et de l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Parmi les projets qui ont jalonné ce parcours ce parcours engagé, nous trouvons le projet lauréat pour l'Institut carabéen de la biodiversité à Saint-Martin, un projet que nous allons visiter bientôt, j'espère. J'espère aussi. La rénovation complète du parc zoologique de Paris, le projet de restauration d'une ancienne carrière à ciel ouvert à Pékin. Véronique Descharrières a par ailleurs participé à plusieurs événements comme le Jane Goodall Institute, Five Rescue, laboratoire de recherche innovant pour la sauvegarde de la biodiversité à Paris, le festival Agir, organisé par Le Monde, et elle participe au livre blanc sur la biodiversité à Paris. Vous voyez que vous avez affaire là à une spécialiste. Ce travail, entre autres, rassemblé dans plusieurs publications, dont Zoo, la métaphore aux éditions Samogi, éditions d'art, Architecture Zoo aux éditions Samogi, éditions d'art, La ville, la nuit, Muse aux éditions Bayard Presse, La part animale de la ville pour la revue Transitaire et Le Freinet, In Between aux éditions Minacelli Presse. Chère Véronique, c'est à vous. Voulez-vous muter? Non, pas du tout. Non, vous voulez le petit instrument? Non, ça va aller, parce que je pense que ce qu'on va faire, en fait, comme je ne vais pas vous présenter les projets en détail, j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Alors d'abord, je voudrais vous dire que je suis... Prends ton micro près le de micro toi. Oui, pardon. Près de toi. Oui, tout simplement. En Déjà, hauteur. je voudrais... En hauteur, proche c'est de bon ta bouche. Voilà. Voilà, donc je voudrais simplement, oui, remercier déjà la Biennale de Paris, de Versailles, de nous avoir invités, de donner l'occasion justement de présenter des projets et puis de pouvoir débattre entre nous, ce qui est effectivement toujours des moments heureux et agréables. Remercier aussi Catherine Guyot pour son organisation et pour l'énergie qu'elle met aussi à promouvoir cette cause. Et ça, je crois qu'effectivement, il faut la remercier dans ce sens-là. Et ce que je propose aujourd'hui de faire avec vous, c'est simplement de faire une espèce de supervision un petit peu de différents projets. Donc, tu en as cité quelques-uns. Il y aura le parc zoologique de Paris, donc, que nous avons réalisé et livré en 2015. L'Institut de la biodiversité insulaire, que effectivement j'ai gagné, qui devrait démarrer en chantier, mais dans les îles c'est toujours un peu compliqué, donc on attend toujours le top départ. Il y aura aussi le projet pour effectivement un grand parc écologique sur les abords de Pékin, le Yanchang Ecological Park, qui se trouve à Pékin. Et puis un autre projet que vous allez voir qui sont des maisons écologiques qui s'appellent Ecolodge à Luxembourg, voilà, pays d'origine. Donc, si tu veux bien, tu vas passer les images, elles vont peut-être défiler derrière moi, pendant qu'effectivement, j'essaye de retracer, et l'idée que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était de retracer avec vous 5 grands enseignements, finalement, que j'ai pu déduire de ces dizaines d'années d'expérience maintenant sur des projets qui étaient vraiment des projets à vocation de la préservation d'animaux, bien sûr d'espèces vivantes, animaux et végétaux, et de voir un petit peu cette approche-là, qu'est-ce qu'elle peut apporter pour nous, les humains, et surtout nous, les architectes, qui concevons les villes, les paysages et les habitats. Et donc, effectivement, de vous présenter ces 5 enseignements que j'ai pu retirer déjà de cette expérimentation. Alors, c'est un petit peu une façon d'amener le sujet en mettant d'un côté le bien-être, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite, et la notion de la 6e extinction animalière dans laquelle on est plongé à l'heure actuelle, sans parler évidemment de toutes les catastrophes que le GIEC nous annonce, en tout cas constate sur notre planète. Voilà, donc l'idée c'était comment tirer les enseignements de projets urbains et architecturaux qui sont dédiés à la préservation des espaces vivants et d'arriver à baliser un petit peu les points importants de ces projets-là. Alors, pendant toute la phase de conception et de travail sur le parc zoologique, j'avais toujours cette phrase en tête, et sans doute vous la connaissez aussi, c'est Derrida qui disait « tous animaux ».
J'essayais de comprendre un petit peu quel avait été aussi lui son cheminement et comment il avait effectivement approché cette idée-là. Mais je crois que ça retrace bien finalement ce qu'on est, c'est-à-dire que nous humains sommes finalement une des espèces animalières, et finalement elle est même sans doute pas la plus ancienne, hein, puisque l'homme finalement naît sur cette planète sans doute moins vieux que d'autres espèces animalières. Et donc de voir un peu comment nous on a pris cette empreinte sur la planète, sur la planète, sur la Terre, sur nos territoires agricoles et maintenant nos villes, et de voir comment finalement essayer de comprendre et de travailler avec les espèces animalières, donc autres que nous-mêmes, ça nous amenait à trouver et un peu à changer aussi radicalement ces données essentielles qu'on manipule tous, qu'on vous apprend dans les écoles d'architecture et qu'on manipule tous. Alors le premier enseignement, c'est celui du bien-être animal, puisque en fait c'est ça qui m'avait beaucoup aussi impressionné, c'est qu'au moment où on a travaillé sur le parc zoologique, on n'avait pas de programme. Et souvent, vous savez, dans tous nos projets, on a un programme, il faut le respecter presque à la lettre, et ça devient des fois très contraignant. Et là, il n'y avait pas de programme, mais la seule injonction était de dire il faut que nos animaux, il y a à peu près plus de 1000 animaux et 180 espèces dans le parc zoologique, il faut qu'il y ait la notion de bien-être soit respectée. Alors après, il fallait creuser qu'est-ce que c'est que le bien-être, comment ça fonctionne, à quoi on doit se confronter quand on doit assurer le bien-être de ces animaux, d'une girafe, d'un gorille, de singes, de fourmis, etc. Donc tous différents. Tout à l'heure on parlait du handicap, mais là avec les animaux, je peux vous dire que tous sont différents et ils ont le principe universel là va très 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 loin. Mais en tout cas, l'idée première, c'était de dire comment est-ce que ce bien-être finalement va être le seul leitmotiv et le seul impératif auquel il va falloir répondre. Et pour mesurer ce bien-être, en fait, il y a des éléments qui sont assez évidents. Souvent, c'est la façon dont l'animal se comporte et se trouve à l'intérieur de son biotope, la capacité à être bien avec les animaux avec lesquels il partage aussi ces biotopes, puisqu'on travaille sur la mixité. La reproduction, évidemment, puisque là, il s'agit vraiment de préservation, c'est-à-dire des animaux qui sont en voie d'extinction dans la nature, on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui liberté, mais qui sont effectivement en voie d'extinction, et là, qui dans ces parcs, grands parcs animaliers, il y en a beaucoup qui sont de bonne qualité, je dirais, sur la planète, puisque je les ai pratiquement tous parcourus. Comment est-ce qu'on arrive quand même à leur octroyer des espaces, un lieu, une façon de vivre, un rythme, etc., qui permet justement de les voir se reproduire et de préserver et de sauvegarder finalement leurs gènes et leurs espèces. Donc, ce premier enseignement que j'ai retenu à travers le bien-être animalier, c'est vraiment de dire que cette notion de bien-être qui gouverne toutes les décisions sur l'espace, elle peut aussi s'appliquer pour nous architectes et dans nos milieux urbains. L'idée, c'est aussi qu'une nouvelle unité de mesure rentre en vigueur et que ce soit celle du bien-être au détriment de ce qu'on aujourd'hui nous impose, qui sont les surfaces, le programme, la technique, l'économie, les normes, on en a parlé. Voilà, donc essayer de reprendre le pas avec une autre donnée qui serait celle du bien-être. Et bon, effectivement, et les stoïciens, c'est ce que je notais, en avaient fait aussi la marque de fabrique d'Athènes. Donc je pense qu'on peut revenir à des fondamentaux qui soient partagés et intéressants. Deuxième enseignement concerne la porosité d'un territoire partagé. Alors vous avez vu peut-être quelques images où on voit vraiment l'imbrication entre les territoires. Et donc ce travail qui est méticuleusement organisé pour permettre à un lion, une girafe, du corail de coexister tout en respectant l'espace vital de chacun, a ouvert des perspectives architecturales et urbaines nouvelles. Le rythme de vie, les cycles naturels, la coopération entre les espèces sont des questions fondamentales à prendre en compte dans le dessin architectural et paysager. L'épanouissement d'une espèce ne se fait pas au détriment d'une autre, mais au contraire dans une mise en contact distanciée et protégée afin de stimuler son énergie, ses réflexes, ses défenses. Ainsi, les dispositifs architecturaux et paysagers sont conçus pour rentrer en symbiose avec les besoins de chaque animal. Ils sont évolutifs et interagissent très étroitement avec lui pour créer un environnement propice à chaque individu.
Donc on est là, bien loin d'un programme architecturé qui est posé, qui est figé dans un espace donné. Non, là il est question vraiment de cette interconnexion entre les espèces, les lieux, les enveloppes architecturales. Effectivement, le travail que je montre ici se tourne beaucoup et s'organise beaucoup autour de cette notion d'enveloppe. Et les enveloppes, on sait qu'elles peuvent être multiples, elles peuvent se compléter, s'ouvrir, se fermer. Donc il y a tout ce travail qui permet justement d'intervenir sur les groupes d'individus. Le troisième enseignement, on en a un petit peu parlé, donc c'est l'indispensable interaction entre, que ce soit animal ou humain, donc l'espace domestique est indissociable de l'espace extérieur dans lequel on fonde notre présence. Et effectivement, on l'aura vu ces 2 dernières années, le confinement aura quand même eu le mérite de démontrer que la cellule que nous appelons maison ou appartement ne peut pas se considérer toute seule et uniquement en tant qu'une entité, mais qu'évidemment, elle est inscrite dans un espace, dans un milieu, et que cette interaction avec l'extérieur, le paysage, l'entrée et la sortie de ces espaces sont vitaux pour que les groupes d'humains, les groupes puissent effectivement habiter dans cette notion de bien-être à l'intérieur de leurs espaces. Voilà, sans la ville, effectivement, on peut dire que l'immeuble n'est rien, et sans la campagne, la maison aussi n'a pas d'intérêt. Pour l'animal, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, on voit que pour lui, chaque relief, en fait, est un morceau finalement de son cadre de vie et qui est utile à son développement. On voit que les animaux viennent habiter véritablement les reliefs de chaque environnement. Le 4e enseignement que j'ai pu retenir, c'est un peu cette notion de l'approche systémique. L'idée, c'est de dépasser la vision matérialiste de l'activité humaine pour révéler les dynamiques et les forces vitales qui nous animent, comme le génie de la nature, de la biologie ou de la physique conjuguée en un seul temps et un seul espace, l'évolution des corps, la géographie. On peut dire en fait que le territoire post-carbone a besoin de structures fortes, qui sont les réseaux d'énergie, trains, trams, voies de déplacement doux, mais aussi, et c'est à ça qu'il faut vraiment les superposer, ce sont les structures dites faibles. On parle là des zones humides, agricoles, zones boisées, les biotopes, etc., qui sont en fait la porte d'entrée de la transition et de l'équilibre écologique. Donc ça, c'est aussi un élément absolument important qu'on intègre dans les projets. Le dernier et 5e enseignement, et ça faisait partie justement du travail sur le parc zoologique, ce sont les biozones. Donc la notion vraiment de travailler sur un biotope qui mélange toute une série de conditions faites pour que cet écosystème fonctionne d'un seul tenant. Et l'architecture et l'urbanisme du vivant que je défends sont une somme en fait d'influences et d'échanges permanents avec le site, les usagers, le climat, l'environnement, l'espace social, les ressources disponibles et les conditions organiques que nous l'avons conçu dans le parc animalier du XXIe siècle. Chaque intervention préfigure la conception d'une ville organisme vivant. Les éléments naturels, organiques ou climatologiques fédèrent des ensembles urbains aux dimensions et aux programmes mixtes. Une superposition de trames vitales, eau, air, lumière, énergie, agglomère autour de ces cordons ombilicaux les espaces habitables, transformables et déployés de la cité. Les bâtiments sont interactifs et en communion permanente avec leur environnement direct et lointain. Ils n'existent pas en dehors de cette interdépendance. Culture et nature se conjuguent dans une même approche. La vitalité d'une ville se lie dans sa capacité à inclure toutes les dimensions et toutes les données de son histoire et de son territoire. Et là, on peut dire aussi que le vivant, c'est aussi la connaissance et la mémoire. Et ça rentre à l'intérieur de ce patrimoine. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai essayé d'être assez concise sur ces principes. Je vois que j'étais un peu lente à vous montrer ces magnifiques photos. Donc, on va maintenant passer à Véronique Joffre, qui est une magnifique femme architecte, comme toutes celles que vous avez vues. Elle a été lauréate en 2016 du prix Femme Architecte. Et elle sévit à Toulouse, mais pas que.
Donc, d'ailleurs, vous êtes à Marseille, mais pas que. Donc, diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, elle reçoit le prix de la Fondation Louis et de l'Académie d'architecture et une bourse de voyage sur la côte ouest des États-Unis sur le thème du régionalisme critique. Après avoir travaillé dans plusieurs agences à Paris, à Seattle, à Toulouse, elle crée son agence Véronique Joffre Architecture en 1991. Son agence se développe et réalise des projets dans une région qui a à voir avec les repères de son architecture. Chaque projet est l'occasion de questionner une situation locale, un arrière-plan, une inscription locale, globale, présente dans le rapport de la matière au lieu. L'enjeu de construire la ville sur elle-même est celui de transformer un héritage. Dans une démarche prospective, chaque projet est pensé, réalisé aujourd'hui pour demain, dans une création singulière. Les différents projets dessinés et réalisés par l'agence sont des équipements publics, des lieux culturels, d'enseignement, de travail, des logements, des lieux de patrimoine, associés à des aménagements urbains et paysagers. Véronique Joffre reçoit le prix Architecture du Midi-Pyrénées en 2001, 2009 et 2015. Et en 2016, elle est lauréate du prix Femme Architecte pour l'ensemble de son œuvre. L'agence étudie aujourd'hui le collège de Seyss sur la plaine alluviale de la Garonne, face à la chaîne des Pyrénées, réalisée en béton de terre, utilisant la matière du site même, ainsi que la création d'un vaste jardin ombragé pour les élèves. Elle vient également d'être lauréate du concours pour l'aménagement du grand site de Salagou, dans l'Hérault. La maison du site est réalisée en balastre de déconstruction d'anciennes granges, tandis que l'aménagement paysager de 24 hectares des bords du lac retrouve des milieux façonnés par le ruissellement de l'eau et le grès rouge. À partir de 2003, elle est invitée dans des ateliers d'implication du laboratoire de recherche LI2A de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Depuis 2006, elle enseigne en théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine. Véronique, c'est à vous. Non, mais si elle veut se déplacer là, on décale. Non, je peux rester là. Ça te va? C'est juste les commandes. C'est vrai? Oui, pas de problème. Merci. Bonjour. Donc, architecture des milieux. Je pense que la transition est assez facile après les deux interventions précédentes. Donc, le terme milieu est utilisé pour décrire les interactions qui s'opèrent dans un lieu. Mets-toi plus près du micro. Pour décrire les interactions qui façonnent nos environnements, un peu à la manière d'un écosystème. Ce qu'on peut mentionner de plus, c'est que le terme de milieu, en fait, il tisse les liens entre le vivant. Et c'est peut-être ce qui caractérise le plus l'usage de ce terme. Aujourd'hui, face à la mutation constante des milieux partout sur la planète, en tant qu'architecte, concepteur, on essaie de s'intégrer à ce flux et de faire avec pour pouvoir interagir. Les questions que cela soulève, c'est de savoir comment on hérite de ce qui est déjà là et comment, à partir de ce que l'on a, comment est-ce qu'on réinvente. Donc la transition, la métamorphose et l'invention, finalement, sont les éléments qui construisent notre pensée du projet. Et ensuite, un élément qui va être assez déterminant, c'est la fabrication, dans la matière et la forme, qui concrétise en fait cet élan vital du milieu qui est déjà existant. Donc j'ai choisi de vous montrer quelques projets. Donc tout d'abord la maison médicale de Caussade. Ça m'intéresse de commencer par ce projet parce que la notion de milieu, elle a là un départ qui est assez important pour moi, c'est-à-dire que finalement la condition de milieu qui était déterminante, c'était la décision politique, le programme qui était de la part d'un groupe d'habitants et notamment d'élus, de trouver les conditions pour résister à une situation d'une ville moyenne, d'une petite ville même de 6 000 habitants,
qui est en perte d'attractivité totale, avec avec 5 médecins à moins de 5 ans de la retraite, et donc plus de perspective. Une place de la gare très dégradée avec des ruines. Ensuite, une activité de marché très florissante, mais en même temps un contexte pour l'accueillir qui n'était pas très favorable. Donc le programme a été construit avec très peu de perspectives de moyens de projet par une municipalité, par des habitants pendant des années et des années, pour pouvoir mettre le plus d'intention possible à l'intérieur de ce projet, qui comprenait donc une maison médicale de 400 mètres carrés pour pouvoir recevoir ces médecins en fin d'activité, pour pouvoir en inviter d'autres à les rejoindre, pour redonner un service qui était en train de disparaître. Également d'aménager la place de la gare comme un pôle multimodal vraiment facilitant les allers-retours à proximité de la métropole de Toulouse, de créer un jardin, une passerelle pour relier des quartiers et rendre plus proches finalement ces services d'une grande partie de la ville, et puis des aménagements urbains qui permettaient l'accueil de ce marché. Donc comment faire autant de choses avec un seul programme? La réponse, voilà, ça passe tout seul, c'était un petit peu. La réponse architecturale, finalement, c'est une infrastructure. C'est-à-dire, on se met dans le flux, on essaie de réfléchir avec ses habitants, avec ses acteurs, comment répondre avec souplesse, avec pragmatisme, parce que leur programme changeait au fur et à mesure des études. Donc, c'est une infrastructure très régulière, tramée, et qui a la particularité d'aller rechercher cette deuxième dimension du milieu, qui est la matérialité de cette région, qui nous a énormément marqué dès le départ en fait, de notre découverte du lieu et de travail de conception. C'est une région donc, qui est à nouveau sur la plaine de la Garonne, mais en même temps à la limite du Quercy, et donc on a un mélange de l'usage de la brique et de la pierre massive, avec une vraie culture fondée sur la qualité des matériaux bruts, parce que c'est aussi associé au bois, à la ferronnerie, et qu'on peut voir dès qu'on arrive dans cette ville que la culture elle est partagée par ses habitants. Ce qui est compliqué, c'est aujourd'hui construire en pierre massive si on s'en remet au mode de calcul traditionnel, parce que si les instances de contrôle se contentent du calcul sur la base du ferraillage qui est à l'intérieur, on ne peut pas faire le projet, parce que mettre en place des chaînages rendait économiquement non viable l'opération. Donc ce processus de construction en pierre massive a dû s'adapter en fait à des conditions à la fois de taille en carrière, d'extraction, de taille en atelier, totalement contemporain et industrialisé pour pouvoir être réalisé. Ce qui nous intéressait, c'est ce que vous avez vu, c'est les atmosphères de ces matières totalement authentiques et visibles pour elles-mêmes à l'intérieur du projet, autant dans les détails que dans les appartements une fois qu'ils sont occupés. Donc deux dimensions différentes de ce que peut être le milieu. Le projet suivant, donc, c'est le cœur de ville Îlot Libération à Balma. Il s'agit d'un programme dans une ville périphérique, recomposer un cœur de ville qui finalement n'a jamais existé, puisque cette ville est passée de 6 000 à 15 000 habitants depuis l'après-guerre. Donc c'est des mutations extrêmement violentes et assez invraisemblables. Il s'agit de réinventer un centre qui en réalité n'a jamais existé à part entière, puisqu'il y avait simplement quelques maisons, 4 ou 5, une église et une mairie. Donc le projet, si j'ai ces images sous les yeux, en fait occupe un lieu dans la ville qui a nécessité un très fort décaissé, une sorte d'encastrement dans le sol pour pouvoir
relier un maximum de lieux entre eux. Et de cet encastrement est issu un espace majeur de place qui, avec l'église qui reste le point dominant visible de très loin, qui est le centre de gravité de la composition, se compose de couverts qui sont exposés au nord. Et la matérialité du projet a beaucoup cherché son identité, et finalement, elle s'est fondée sur le fait du soutènement, de l'encastrement, pour justifier une matérialité lourde et épaisse. Et c'est le fait de l'orientation nord qui nous sollicitait pour chercher une façon de capter la lumière qui nous a amené vers le choix de la brique, qui en fait, en réalité, est la matière qui fonde réellement la culture de cette région. Et donc, il y a quelques extraits, vous les avez vus, des références qui sont les éléments marquants de la culture de cette région, donc la cathédrale d'Albi, le palais de la Berbie, mais qui ont un écho très fort aussi avec l'œuvre de Louis Kahn en Inde, sachant qu'on sait aussi qu'il avait visité ces lieux, qu'il avait inspiré, et que les couverts d'Ahmedabad sont étonnamment proches de ce qu'il a pu voir dans le sud de la France. Et il y a des très beaux échos. Et les poteries, par contre, sont des poteries contemporaines, mais qui renvoient à cette façon de façonner à la main la matière. C'est ce que l'on a intégré dans le projet, puisque ces briques sont des briques moulées dans des petits moules en bois, et elles ne sont pas issues d'un processus industriel. Et pour leur donner un caractère qui convenait à l'échelle d'un projet de grande dimension, on a travaillé sur les modes de cuisson et les modes de fabrication pour ouvrir la palette des teintes de ces matériaux. Et le dernier projet que j'ai choisi de vous montrer, donc c'est le grand site de Salagou. Donc lui, pour le coup, l'approche de la question des milieux est peut-être plus directe et plus facile, mais vous avez vu qu'elle est une palette assez variée, puisqu'il s'agit là vraiment d'un projet qui trouve son fondement dans le sujet de la Terre, et sur un temps géologique très long, puisque cette région donc de grès rouge, de Ruf, date de 250 millions d'années, date du Permien, qu'il y a 2,5 millions d'années, il y a une activité volcanique assez soutenue qui a créé des éruptions à travers le Permien et qui a fait des projections de basalte qu'on retrouve en de très nombreux lieux. Et c'est une roche qui a une vraie valeur constructive parce qu'elle est très dure. Et c'est avec cette matière-là que les habitats vernaculaires ont été construits. Également les murets de soutènement, toutes les bordures entre les parcelles. Donc c'est une matière qui est très présente. Et le lac qui donne tout le charme et le caractère à ce lieu qui est très fréquenté dans un parc, donc un grand site, lui par contre il n'a que 50 ans. Donc c'est vraiment un spectre on va dire, du rapport au sol, à la terre, dans un lieu qui est extrêmement varié dans ses temporalités. Donc les repères du projet, c'est la présence du lac, évidemment, qui donne beaucoup d'attractivité. Ensuite, tout le projet paysager, il est fondé complètement sur la notion du ruissellement. Et la composition des 24 hectares de paysages dont fait l'objet ce projet, c'est vraiment retrouver le tracé des ruissellements naturels avec cette alternance de lieux humides et de lieux secs qui donne ce caractère si particulier à ce paysage qui est à la fois aride et en même temps presque marécageux à certains moments. Il y avait ensuite une image sur les villages en hauteur qui sont construits en basalte. Les ruines de Sales également, qui est un village qui aurait dû être englouti, qui finalement ne l'a pas été et qui aujourd'hui fait l'objet d'un très beau projet de réhabilitation. Et ensuite, donc, le projet architectural de la maison de site est un projet qui disparaît dans l'ombre, finalement, sous le couvert végétal, en utilisant le matériau disponible sur le site, donc le basalte. Je pense que je vais attendre les questions pour la suite. Bravo. Merci.
Donc, comme vous le voyez, nous avons affaire à de grandes spécialistes de l'architecture et du milieu. Donc, on va commencer par notre amie Marie-France Châtenay. Donc, je vais vous poser une question dès que j'arrive à la page où vous êtes toutes. Là. Donc, ma question est la suivante. Marie-France, comment faire pour préserver les territoires ruraux ou agricoles? Alors, c'est complexe, mais je pense que la première des choses consiste à limiter les... Pardon. Ça marche là? Oui. Donc, la première chose consiste à limiter autant que possible l'étalement urbain et comment la consommation des sols, l'artificialisation des sols. Donc, comment faire pour y parvenir? C'est d'abord reconstruire la ville sur elle-même, c'est réhabiliter, reconvertir les bâtiments existants. La terre se réveille. Les bâtiments existants, les logements vacants en centre-ville, en centre-bourg, dans les villages. C'est vraiment très important. Il y aurait 3 millions, je crois, de logements vacants en France à l'heure actuelle. Donc il y a une véritable reconquête à faire, y compris des friches, qu'elles soient industrielles, commerciales, ferroviaires. Enfin, il faut utiliser toutes ces réserves foncières. C'est indispensable pour contrôler l'étalement urbain. Bien sûr, il faudrait limiter drastiquement, voire supprimer les centres commerciaux à l'extérieur des villes. Peut-être même à l'intérieur, c'est un autre débat, et contenir les zones d'activité dans des périmètres extrêmement étudiés. En fait, la première, le moindre impact écologique, ça consiste d'abord à construire moins. Moins et plus, disait. Voilà. Véronique Descharrières, donc on est très sensible à votre approche. C'est une réflexion sur le vivant et sur les espèces qui doivent vivre en harmonie ou en tout cas sans empiéter les unes sur les autres. Comment vous raccordez cette réflexion avec la haute qualité architecturale dans le petit groupe de travail que nous formons avec Sophie Berthelier et d'autres médecins? En fait, l'histoire du bien-être animal, c'est une chose, mais le bien-être humain est aussi très important et je pense que vous y êtes sensible lorsque vous concevez vos projets. Oui, tout à fait. La petite démonstration que j'ai essayé de faire, c'était vraiment de dire qu'aujourd'hui, si on regarde un peu ce qui se passe d'un point de vue écologique de manière globale, on est un petit peu au bout de la chaîne sur certaines espèces animalières qui sont vraiment importantes et qui nous frappent. Je veux dire, on sait tous, les éléphants, certains rhinocéros, etc. Donc, des mammifères, les ours polaires, etc., qui disparaissent. Donc, voilà, le prochain, c'est sans doute l'humain. Donc la question, c'est de savoir un petit peu quels sont les éléments qui font que finalement la possibilité de perdurer et de vivre bien je dirais, en symbiose et en intelligence dans le milieu que l'on partage devient une question, je dirais, primordiale, plus que celle de l'économie, à combien on construit un logement, ou celle de la technique, ou celle de la norme, si on la respecte ou pas. L'important, c'est de se dire comment on fait que dans nos sociétés, dans nos villes, on arrive effectivement à avoir une population humaine qui vit en bonne intelligence avec cette ville qu'on construit et qu'on façonne d'une certaine manière. Donc, à travers ça, évidemment, donc, ce que nous apprend l'animal ou le végétal, c'est cette grande capacité à finalement s'adapter, innover, réagir, transformer les lieux, inviter certaines façons de fabriquer l'espace.
Voilà, si on prend les oiseaux par exemple, c'est absolument fascinant de voir comment justement ils arrivent à peupler les jardins, les champs, etc. Et ça, c'est des enseignements que l'on peut tout à fait intégrer à l'intérieur de nos processus de conception et de réalisation. Sans aller vers le biomimétisme qui veut essayer parfois de mimer exactement et d'être une espèce de représentation de ce qu'est l'animal. La question, c'est plus de prendre en compte les processus de vie et d'arriver à les rematérialiser à l'intérieur de nos villes. C'est ça l'idée. Véronique Joffre, vous travaillez, vous questionnez l'avenir et ce qui nous entoure. Vous êtes pour une architecture positive. Ça serait une architecture dont le rôle est très important dans la création d'aménagements et d'architecture réparatrice. La question qui se pose, c'est aussi la question culturelle, la question en termes de matériel et culturel. L'architecture étant pour vous une relation de partage, un sens profond par rapport à notre être dans le monde. Donc votre architecture renoue avec la culture locale, et c'est très important pour vous. Comment faites-vous pour soutenir l'artisanat dans ce qu'il a d'authentique ? Ça fait beaucoup de questions en même temps. Peut-être pour commencer avec le début de la question, comment questionner l'avenir de ce qui nous entoure et nos propres productions. Aujourd'hui, notre héritage, c'est un contexte qui est de plus en plus urbain et qui est nécessaire puisqu'on cherche à densifier en fait pour préserver justement nos terres agricoles et notre environnement naturel. Mais cet environnement urbain, il n'est pas équitable, il est très peu durable. Même si on a beaucoup d'applications sur des projets repères et forts, on a un parcours à mener. Aujourd'hui, il est consommateur d'énergie, consommateur de ressources, et on essaie de réagir par rapport à cette situation-là. Nos pratiques d'architectes, de concepteurs, en fait, nous engagent. Ils nous engagent avec ce regard prospectif de pouvoir trouver cette capacité à transformer et à imaginer ce futur. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue sur la notion de créer des liens à l'intérieur du processus même de la réalisation de nos nouveaux projets, qui sont peut-être de rompre avec les processus qu'on a connus jusqu'à présent, mais avec une grande ouverture sur la complémentarité des disciplines et le fait de pouvoir travailler collectivement de façon partagée avec un grand nombre de participants. Alors, sur la question de l'artisanat, oui. On voit que vous êtes impliqué, que vous allez faire ressurgir des techniques locales, des façons de faire locales. Oui. Donc c'est quand même très important. Oui, alors, vous avez parlé de la cathédrale d'Albi. Oui, alors ça c'était plutôt pour le rapport à la matière et son épaisseur, en fait, qui est une référence forte personnellement par rapport à l'architecture de la brique et comment on peut imaginer de façon contemporaine de pouvoir réutiliser cette matière dont la production s'est considérablement transformée et qu'on ne peut pas utiliser de façon littérale. Donc j'ai parlé de la pierre massive avec dans le projet de COSAD, avec son processus relativement industrialisé d'extraction, de taille et de mise en œuvre. Je pourrais aller aussi jusqu'au projet de la maison de site de Salagou, puisqu'elle va être réalisée avec du basalte de récupération, exactement du basalte de déconstruction d'anciennes granges ou d'anciens édifices. Et dans le concours, dans la notice du concours, on avait déjà exprimé qu'on souhaitait que ces réalisations puissent être faites par les artisans qui vivent sur ce territoire. Parce que vivre dans un grand site, c'est beaucoup de contraintes par la restriction normative, c'est-à-dire il y a énormément de choses que l'on ne peut pas faire dans un site classé, dans un grand site. Or, les artisans qui travaillent dans ces régions-là, ils ont un savoir-faire très précieux. Et les contraintes administratives des contextes d'appel d'offres publics
font souvent, qui ne sont pas les mieux placés pour pouvoir répondre pour des raisons de coûts, de mise en œuvre de moyens, de délais restreints par les maîtres d'ouvrage, et notamment aussi par rapport à des exigences comme le BIM, qui est totalement aberrant dans un contexte comme celui-là. Donc ça, c'est des éléments qu'on a écrits dans la notice de concours pour être sûr qu'on aurait l'engagement de les obtenir par la suite. Et le maître d'ouvrage nous accompagne et va même plus loin, c'est-à-dire qu'il propose des partenariats avec les chambres des métiers, et on va probablement faire des appels d'offres pour la fourniture des matériaux indépendamment de la mise en œuvre, ce qui est extrêmement rare et d'ailleurs qui n'est pas complètement opérationnel et au point. Mais pour arriver à préserver et à valoriser et à donner un prolongement très positif à ces savoir-faire qui existent. Alors Véronique, vous êtes très proche de ces thèmes, puisque on pourrait vous proposer comme question comment concevoir l'architecture et construire dans les sites sensibles. Donc elle a partiellement répondu, mais quelle est votre réponse à vous? Oui. Alors, concevoir, c'est déjà très, très complexe parce que on exerce un métier qui est savant parce qu'il fait appel à beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, et donc c'est difficile de le résumer. Mais en milieu naturel, en milieu sensible, dans le paysage, je pense qu'il faut construire à partir du déjà là. Il faut concevoir à partir du déjà là. Il faut penser à partir du paysage. À partir le rapport au milieu, le rapport à la terre, le rapport au site. En fait, le moindre impact environnemental, je pense que c'est d'abord l'intégration au site dans toute sa complexité, avec tous les paramètres que cela contient, qui ont pu être énumérés dans la présentation. Mais je crois que c'est ça, et pas seulement les normes énergétiques qui, si leur stricte application ou leur seule application peut conduire à de la non-architecture. Donc il faut, à mon sens, concevoir d'une façon plus contextuelle et moins normative, même si on n'échappe pas à la norme. Véronique Descharrières, on parle de problèmes évidemment de bouleversement climatique, écologique. Comment faire, quelle attitude adopter dans le cadre de vos projets, notamment avec des réserves d'animaux et autres, pour protéger ces animaux et pour avoir une réponse cohérente par rapport aux risques climatiques? Bon, ça c'est effectivement une réponse vaste, mais en tout cas chaque projet, je dirais, est une tentative, petite ou grande, mais une tentative effectivement d'apporter cette notion de préservation, d'amélioration et d'encouragement à ce que la vie, la mixité de la vie puisse perdurer, puisse continuer, puisse accueillir de plus en plus de mouvements et ainsi effectivement apporter une régénération, je dirais, utile. Donc chaque projet est vraiment presque un microcosme, il faut réinventer pour chacun. Et je parlais tout à l'heure du parc zoologique où on travaille sur des girafes avec des bâtiments, des bâtisses, des enveloppes qui doivent être à la hauteur et aussi à la réponse du poids, de l'ergonomie dont ont besoin ces animaux et qui seront évidemment différents pour le manchot ou pour un autre animal. Donc et c'est en ça que la notion du milieu et du territoire, et on voit et on revient à la terre, en fait tous les éléments sont très malléables. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de rentrer dans des archétypes qu'on a appris dans nos écoles. Le mur est droit, le poteau, la colonne soutient la poutre, etc.
On peut aller, je dirais, en travaillant notamment dans ces milieux plutôt animaliers et naturels, on peut vraiment aller dans des expérimentations différentes, travailler sur des matières, le bois, la terre et d'autres assemblages de matériaux, parce que je crois vraiment à cette notion d'assemblage de matériaux. Par exemple, sur le parc zoologique, l'entrée, c'est une énorme treille végétale. Donc vraiment, on a travaillé là avec donc des outils, donc des poteaux et des systèmes tendus, de câbles tendus en inox, qui permettent d'accueillir une treille qui fait pratiquement 2000 mètres carrés. Donc il s'agissait de venir justement améliorer le climat, améliorer aussi comme un sas d'entrée depuis l'urbain vers le parc, et de créer cet environnement qui n'est pas un bâtiment, mais qui est quelque chose, je dirais, d'un petit peu hybride, un peu nouveau, qui est cette espèce d'énorme treille végétale qui forme finalement un abri, ou en tout cas un sas tout à fait intéressant pour que les visiteurs viennent, puissent poser leur sac, acheter leur billet, manger un sandwich, se retrouver. Il y a les écoliers qui sont là et qui viennent souvent en très très grand nombre, avant de partir effectivement dans une visite. Donc c'est ça qui est intéressant, qui m'intéresse, c'est-à-dire de voir comment tous ces matériaux sont malléables, palpables, qu'on peut les hybrider, qu'on peut travailler. On a parlé de ruissellement, mais l'eau aussi, effectivement, façonne complètement les paysages. Et c'est en ça que c'est intéressant, effectivement, de travailler avec le milieu. Vous avez aussi parlé de transition climatique dans les espaces tropicaux. J'avais vu une vidéo qui montrait des choses assez passionnantes. Vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agissait ? Oui, alors là, il s'agit de l'Institut de la biodiversité insulaire à Saint-Martin. Alors, j'ai eu la chance de gagner le projet en 2016 et la malchance d'avoir Irma qui passait en 2017. Donc, le jour où Irma est passée, évidemment, les conditions ont changé parce que c'est, comme vous le savez, c'était un des plus gros cyclones répertoriés depuis qu'on répertorie des cyclones. Et il est passé vraiment dans l'axe exact de l'île. Les gens et les architectes, les équipes avec qui je travaillais là-bas me disaient, pendant à peu près 1 heure, quand on rentre dans l'œil du cyclone était tellement grand, il faisait 50 km de large, donc plus grand que l'île, évidemment. C'est un calme absolu, mais au moment où les murs, ce qu'ils appellent les murs, c'est-à-dire c'est effectivement l'effet conique de l'eau qui arrive, au moment où les murs arrivent justement sur les points d'impact, là c'est d'une violence absolue, sans parler de l'effet de succion de l'air, du climat justement sur les bâtiments, sur la terre, sur justement toute la zone côtière dont l'eau monte énormément et puis après par effet de succion se retire très très rapidement et là qui arrache tout en fait. On s'aperçoit que le plus grand impact c'est l'arrachement par l'eau qui se retire effectivement de ces côtes. Donc évidemment au moment où on a gagné ce projet, on avait des conditions, on va dire, on était quand même dans des conditions je dirais des maximales avec séisme, effectivement immersion, etc. Bon, on avait répondu à tout ça. D'ailleurs en utilisant du béton, parce que là la question des matériaux elle se pose en se disant bon, bah, comment on pérennise finalement quelque chose qui va être tellement attaqué, tellement mis à l'épreuve. Donc on avait répondu avec une espèce de coquille de béton extrêmement dure, mais avec tout un système de dispositifs qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Et après Irma, bah, il a fallu rehausser tous les niveaux de rez-de-chaussée, de sol de notre bâtiment de façon à ce qu'il soit au-dessus des zones submersibles et puis renforcer un petit peu effectivement les choses. Donc on a étudié pour ces besoins avec une simulation dynamique. On a étudié justement les montées d'eau sur le bâtiment, les effets de vent sur le bâtiment, les descentes d'eau, puisque c'est celles-là qui font finalement le plus d'impact, pour montrer aux autorités locales que le bâtiment pouvait tout à fait vivre dans des situations, je dirais, absolument terribles. On n'est heureusement pas toujours sujet à ce type de problème chez nous, mais dans les îles, oui. En principe, c'est plus calme. Par contre, pouvez-vous nous parler de recyclage critique, vous m'aviez dit. Est-ce que vous vous occupez de faire du recyclage parfois, de matériaux ? Ce sujet avait été évoqué pas tellement par rapport à un recyclage de matériaux de déconstruction, puisqu'on n'a pas vraiment travaillé sur ce type de programme-là. Mais c'était plutôt par rapport aux matériaux naturels et objets de réutilisation tels que je l'ai évoqué tout à l'heure à travers l'usage du basalte
plus particulièrement. La pierre. Donc là, c'est effectivement la pierre de basalte. Ensuite, pour ce qui était du premier projet en pierre, là, c'est vraiment de l'extraction à vocation du projet qui a été conçu voilà, entièrement. Mais par contre, l'usage de ce matériau pierre permet à la fois, par sa structure, son infrastructure répétitive et ouverte, de pouvoir accueillir des flexibilités et des mutations des lieux construits, et en même temps peut aussi être sujet à déconstruction et réutilisation de la matière. L'inspiration d'ailleurs de cet usage de la pierre massive venait des constructions qui existent dans la ville de Caussade, dans certains soubassements d'ouvrages sur la place même de la gare, mais également des soutènements sur la rivière, la Leyre, qui est un flux avec un débit très variable, mais également les édifices remarquables comme l'église ou la mairie, qui possèdent des soubassements en pierre, et puis tout d'un coup, la composition s'effrite, et puis on commence à mélanger les matériaux, pour dire qu'il y a une très grande préciosité à des matériaux qui étaient des matériaux courants sur ces territoires-là, mais qui sont toujours réutilisés constamment dans des nouveaux projets. Marie-France, auriez-vous quelques idées sur comment intervenir face aux dégradations climatiques telles que celles qu'on est en train de vivre? Voilà. Tiens. Je pense que l'architecte a un grand rôle à jouer, on s'en rend compte, et c'est d'ailleurs finalement le thème de la BAP qui met l'architecture, le paysagiste et tous les acteurs de l'environnement au cœur de ce débat et de cette problématique. Si son rôle était évident en milieu urbain, je crois qu'aujourd'hui, on sait c'est indispensable, il a un grand rôle à jouer aussi en milieu rural et agricole. En fait, il faut se poser les bonnes questions. Peut-on construire là et comment? Quelles sont les priorités? Faut-il démolir? Faut-il construire? Faut-il réhabiliter? Qu'est-ce qu'il faut préserver avant tout? En fait, c'est ce qui distingue l'architecte du constructeur. C'est sa capacité à analyser, à repenser les programmes, peut-être. Souvent, ça doit être le cas. Et voire à déclarer, parfois, là, il ne faut pas y toucher. Véronique, une idée de conclusion pour cet atelier sur les milieux, la nature, l'architecture? Je crois qu'il y a beaucoup à dire, et je crois qu'effectivement, on a tous moi, ce sur quoi j'insiste, c'est vraiment cette notion de chacun peut mener des expériences différentes, et effectivement, comme vous l'avez bien dit aussi, toutes les deux, il faut se jouer de tout le package de normes, etc. Mais finalement, c'est pas ça l'enjeu de nous en tant qu'architectes et de notre intervention. C'est véritablement de prendre position, d'essayer d'avoir une vision et une sensation du milieu et de l'espace dans lequel on se trouve, de savoir que d'ailleurs on a tous des sensations et des visions différentes, mais ça c'est pas grave, je veux dire, on peut tout à fait jouer avec des mises en scène, des significations différentes, mais je crois que cette notion de pouvoir expérimenter et de pousser toujours un peu plus loin des portes de quelque chose qui semblait un petit peu acquis, évident. Je crois qu'aujourd'hui, c'est notre rôle de le faire et voilà, et d'améliorer, d'essayer de répondre à tous ces enjeux extrêmement difficiles auxquels on est confronté aujourd'hui. Effectivement, construire moins, utiliser moins de ressources, construire mieux, arriver à imbriquer les choses de manière encore plus optimisée pour offrir de l'espace et du confort et du bien-être. Donc, c'est des enjeux qui sont très importants. Et je crois que chacune, on a véritablement un rôle singulier à jouer dans cette mécanique qui a tendance, je ne sais plus, l'une d'entre vous a parlé du BIM, mais qui a tendance à vouloir justement
un peu industrialisé notre milieu de l'architecture et de la construction. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire finalement. On s'aperçoit qu'en France, il y a un grand mouvement qui est effectivement de prendre le pas à travers la mécanique des constructeurs qui sont fabuleux et qui sont très bons. Je veux dire, on les côtoie tous. C'est vraiment des gens avec qui c'est intéressant de travailler. Mais à partir du moment où le système commence à vouloir prendre le pas sur les enjeux que nous, on doit porter, c'est là où il y a une bascule qu'il faut effectivement essayer de réactiver. Oui, je veux bien aussi. Je partage ce point de vue. C'est vraiment, on a une responsabilité dans les transformations des lieux et également des moyens qui vont être mis en place pour faire notre travail. Mais je pense que l'architecte, il a un rôle très central de synthèse qui ne lui est pas beaucoup contesté, parce que je pense qu'il y a peu de disciplines qui peuvent remplir ce rôle-là. Ça, je pense que c'est vraiment important. Ensuite, également pour faire émerger des situations potentielles au-delà des programmes qui nous sont donnés, parce que les programmes sont toujours très imparfaits et que souvent, on arrive même à la situation où on essaye de rendre des concours légèrement ouverts pour pouvoir avoir la chance de discuter, de dialoguer et de partager avec un maître d'ouvrage avec lequel on a l'interdiction d'échanger. Je pense qu'il y a un vrai problème avec les concours aujourd'hui qui sont contre-productifs par rapport à la nécessité de lien qu'on est en train de rechercher. Je n'avais jamais pensé que je remettrais en cause ce système, mais je suis quand même pleine de questions maintenant sur sa vraie nature. Ensuite, sur les évolutions, je pense qu'il y a cette notion d'intégrer la nature qui est totalement inconditionnelle. Aujourd'hui, les projets sont des projets de territoire, de paysage et d'architecture de façon conjointe. Et ces éléments-là nécessitent l'échelonnement des échelles, tout le temps imbriquées les unes dans les autres. Ça, c'est quelque chose qui est relativement, peut-être pas nouveau, mais en tout cas qui devient de plus en plus important. Et ce que par contre est aussi une forme de renversement, c'est qu'après des situations très normées, où on a essayé à être toujours global avec des réglementations, des cadres imposés, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai pouvoir dans les petits projets, parce qu'ils sont pragmatiques et que la quantité, le multiple des petits projets, de la même façon que la politique, ont un impact fort sur l'avenir de notre planète. En fait. Oui, tout à fait. Microcosmos. Oui. Bon alors voilà, je crois qu'on est obligé de conclure parce qu'il y a des... Parce que la tempête arrive. La tempête arrive, il y a l'eau qui va rentrer. Irma arrive. On va sortir pour autant. Oui, s'il y avait quelqu'un qui avait une question, on peut en prendre une. Mais il y a une question dans la salle. Son temps zéro de vie, et puis effectivement comment ce milieu, on le transporte, on le définit, vous le redessinez, on le redessine pour qu'il devienne un nouveau milieu. Et j'aurais tendance à penser qu'on pourrait parler de ça en fait pour chacun des projets. En fait. À quel moment en fait, par exemple pour Saint-Jean, à quel moment le milieu il a été celui-là pour le temps zéro et comment c'était, on en parle. Parce qu'on imagine il y a 50 ans ou parce qu'on le voit maintenant et il est ce qu'il est. Je trouve que c'est une notion aussi qui pourrait être débattue. Après, je crois qu'on n'a pas le temps. Non, il y a le déluge. Non, mais c'est... juste en un mot,
pour moi, le milieu, c'est quelque chose qui est vivant, donc il n'y a pas de temps zéro. En fait, Non, voilà, c'est il y a ça. cette élasticité-là, Oui. elle fait qu'il n'y a pas de temps zéro. Et c'est pour ça que je disais aussi que la mémoire devient aussi un élément du vivant. C'est-à-dire que tout ça, ça se décline, non pas graduellement et de manière linéaire, mais ça peut être circulaire, ça peut être Oui. des cycles. Je partage complètement ce point de vue. Oui. Oui, mais ça, c'est... Ouais. Mais ça, c'est une vision d'une image culturelle qu'on véhicule On est en obligé nous. d'adapter. Or, si tu te mets dans la position du tigre qui est là-dedans, il ne se posera pas cette question de cette manière-là. Lui, il est dans un milieu avec un relief, avec de la nourriture, avec ses congénères, et il ne vivra pas les choses comme ça. Là, je pense qu'on va prendre le temps. Moi, je ne sors pas. Là. Ça, j'ai eu beaucoup de débats avec des éthologues et des vétérinaires sur ces questions parce que j'avais la même image J'espère au que tu me départ. mets pas dehors, parce Et en que fait, là, moi, tu te mets à apprendre et à réfléchir différemment avec justement une vision qui n'est pas, figée. Je demande de sortir. Si quelqu'un veut m'aider à désappuyer ça. Merci en tout cas.